Bien. Monsieur le ministre, il y a du monde, alors je ne vais pas dire cher Patrick, mais comme on se connaît depuis très longtemps, je vais quand même le faire. Monsieur le ministre, nous sommes ravis de vous recevoir. Je sais que vous êtes un habitué des congrès de l'UNIOPS parce que vous l'avez fait en tant que président de l'UNCAS, plus de 15 ans, près de 20 ans, je pense, président. Donc vous connaissez bien évidemment l'UNIOPS, le secteur associatif, mais aussi les publics que nous côtoyons et que nous soutenons. Vous étiez il y a 3 ans comme président du Conseil général, puisqu'on disait encore général à l'époque, du Nord, quand notre congrès est venu dans cette belle ville de Lille. C'est une très jolie ville, hein, je vous le dis, même si Montpellier c'est pas mal, mais Lille c'est très joli. Et vous voilà en tant que ministre, non seulement ministre, c'est déjà une fierté et un honneur pour nous de vous recevoir, mais en plus, vous représentez le président de la République puisqu'il vous a mandaté. Donc, je ne vous cache pas que nous sommes un peu déçus qu'il n'ait pu venir, mais c'est une bonne compensation de vous avoir, monsieur le ministre. Exercice difficile parce que nous avons assisté à 4 plénières, 45 agoras, et que nous étions 1300, et que la parole a beaucoup circulé. Et donc, ça va être évidemment très difficile de le résumer, mais je vais essayer quand même de vous donner les grandes thématiques qui ont été abordées et pour pouvoir vous interpeller. Juste avant, parce que j'aurais peur de l'oublier après, je voudrais que tous ensemble, on fasse un grand merci aux équipes salariées de l'UNIOPS, de l'URIOPS Grand Sud, salariés, bénévoles qui ont contribué à vous accueillir, à vous aider, à vous nourrir pendant ces 2 jours. Et je vous félicite. Merci pour eux, parce que c'est un honneur et un plaisir de vous recevoir, mais c'est une très grosse organisation et les gens n'ont pas compté leur temps et leur peine et qu'ils en soient remerciés publiquement. Monsieur le ministre, je vais aborder 3 points, un peu le contexte que nous connaissons, mais que vous connaissez aussi, mais je dirais sur les points particuliers qui nous concernent, une deuxième partie sur les leviers d'action et une troisième partie sur les engagements et de l'UNIOPS, bien sûr, des URIOPS et en règle générale du secteur associatif dans notre secteur. Le contexte, vous le connaissez aussi bien que nous, c'est une crise exceptionnelle qui dure. Je pense même que le problème de crise, ce sera peut-être plus adapté si ça continue, parce qu'une crise, par définition, ça a un début et ça a une fin, c'est un point paroxysmique d'un dysfonctionnement. Et là, elle dure depuis tellement longtemps que je ne sais pas si c'est une crise ou si c'est une transformation de la société. En tout cas, on est à un tel point de cette crise pour le moment qu'on voit percevoir l'effritement des solidarités qui nous inquiète beaucoup. Effritement de la part des pouvoirs publics à cause des conditions budgétaires. Alors, ça peut être l'État, ça peut être les régions, ça peut être les départements, mais effritement aussi des solidarités vis-à-vis de la population. On voit bien que le climat d'inquiétude est en train de rejaillir sur la population, d'où la réaction paradoxale vis-à-vis des migrants, d'où la réaction paradoxale vis-à-vis des solidarités, d'où la réaction paradoxale à un nouveau discours politique qui malheureusement est de plus en plus partagé, qui confond l'assistance et l'assistanat. Et il me semble dangereux dans les partis politiques d'accepter cette confusion entre l'assistance et l'assistanat. L'assistanat, nous y sommes opposés. Nous nous battons depuis très longtemps contre l'assistanat. Il est même quelque part dégradant pour les personnes dont on s'occupe. Mais l'assistance, c'est quelque chose de noble. L'assistance, elle est même dans les textes obligatoire à personne en danger. Et cette confusion entre assistance et assistanat, et on le voit dans le débat aussi sur le RSA et l'insertion du public, est un combat que nous ne lâcherons pas, monsieur le ministre.
Deuxième partie du contexte, c'est l'aggravation des inégalités sociales et territoriales. Ça a été dit à plusieurs reprises, il est évident, et on parlera tout à l'heure de la réforme territoriale, mais que dans ces périodes de crise, d'abord la crise, elle n'est pas pour tout le monde, et que d'autre part, il semble qu'on demande beaucoup d'efforts aux très modestes, aux modestes, c'est déjà un petit peu moins aux classes moyennes, et qu'on n'en demande pas beaucoup d'efforts aux classes les plus aisées depuis quelque temps, sous différents prétextes. C'est, nous, à l'inverse de notre positionnement au niveau associatif. Mais il faut aussi reconnaître que dans ce contexte, on a des vrais élans de générosité, on a des vrais élans de fraternité, et c'est quelque chose qui est rassurant, pas seulement dans cette assemblée, parce que c'est logique, c'est cohérent, et c'est, j'allais dire, naturel dans le secteur associatif, mais aussi on le voit au niveau des parties de la population. Il va falloir que nous intégrions ça tous ensemble, de profiter de ces élans de générosité et de fraternité pour essayer de les consolider et peut-être de leur donner une organisation, j'en parlerai tout à l'heure. Un point positif quand même dans le contexte politique, le plan de lutte contre la pauvreté, Monsieur le ministre, c'est un plan qui marche. Le président de la République s'y était engagé et nous sommes absolument satisfaits d'une grande partie de ces avancées. Pas toutes. Il manque encore, bien sûr, la problématique de l'hébergement et du logement qui reste quand même un maillon faible de ce plan. Il manque quand même, j'espère que ce n'est pas le cas, monsieur le préfet, mais il manque quand même de l'implication de certains préfets dans certaines régions sur ce plan, où il ne semble pas, j'allais dire, une primauté de l'action de certains préfets, alors que, évidemment, ce plan de pauvreté ne marchera que si l'État, par le biais des préfets, les coordonne, les stimule et les soutient. Les politiques publiques, elles sont de plus en plus complexes. On ne parle que de simplification et en réalité, elles restent de plus en plus complexes et cloisonnées. Des fois, les politiques publiques, monsieur le ministre, manquent de cohérence. Ça fait des années qu'une intuition très forte du secteur associatif a été reprise par les pouvoirs publics qui était de rejoindre les problématiques du vieillissement et les problématiques du handicap. Et ça nous semble une bonne idée. On a eu des réticences et des résistances, y compris dans nos propres associations, tantôt spécialisées chez les personnes handicapées, tantôt chez les personnes âgées, qui voyaient au début plutôt les obstacles que les avantages de ce regroupement. Nous y sommes très favorables. Alors, si le pouvoir public sont d'accord, les associations sont d'accord, comment se fait-il qu'on fasse encore des lois où on différencie dans la loi d'accompagnement de la société au vieillissement des maisons à part pour les personnes handicapées et d'autres pour les personnes âgées, qu'on accepte dans la territorialisation que le métropole puisse s'accaparer de la problématique des personnes âgées mais pas des handicapés. Voilà, ça manque un petit peu de cohérence dans le dispositif législatif. Monsieur le ministre, nous avons beaucoup partagé, pas seulement ensemble, même si ça s'est fait plusieurs fois, et vous nous avez reçus à plusieurs reprises, ainsi que vos collègues, on est plutôt assez vite d'accord sur les objectifs à atteindre. Au moins, on doit reconnaître ça à ce gouvernement, que nous partageons la plupart des objectifs à atteindre. Par contre, dès qu'on aborde l'aspect législatif et dès qu'on aborde l'aspect financier, les projets ont nettement moins d'ambition. Et ça, on le regrette évidemment, même si on sait que le contexte est difficile. Il nous semble que c'est plus décevant parfois d'avoir des objectifs ambitieux et d'avoir des projets de loi qui eux, en manquent beaucoup. Il y a un des points en particulier, mais je sais l'avoir évoqué avec vous, monsieur le ministre, et je le refais ici en public, et d'autant plus que ça a été dit ce matin, je reprends la phrase intégrale. La mise en concurrence totale dans le secteur associatif est absurde.
Et je trouve que c'est exactement un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. Nous ne sommes pas contre la concurrence, nous ne sommes pas pour ne pas répondre à des études de marché. Mais le mettre systématiquement à toutes les sauces, dans toutes les situations locales ou nationales, de marcher seulement sur des appels d'offres, ça va tuer les petites associations, ça va tuer l'esprit d'initiative, ça va tuer cette solidarité qui est indispensable. On ne peut pas rester au niveau du constat. Vous le savez, la force et sans doute l'intelligence de l'UNIOPS, c'est de dire où sont les portes de sortie, où sont les évolutions possibles, de ne pas rester seulement dans la critique, mais aussi de faire des propositions ou des contre-propositions. Il faut trouver des marges de manœuvre, c'est ce qu'on a entendu dans beaucoup d'agora. Il faut s'appuyer sur les jeunes, ce n'est pas vous qui allez me contredire, monsieur le ministre, il faut s'appuyer sur les jeunes. Vous avez vu que l'UNIOPS s'est engagé avec les URIOPS sur un grand programme d'accueil des volontaires du service civil, pas pour rendre service aux jeunes, c'est pour que les jeunes rendent service au secteur associatif, à l'UNIOPS et aux URIOPS. Il faut aussi, pour sortir de cette crise, accepter que le dialogue s'ouvre avec toutes les parties, y compris avec les usagers. On a beaucoup trop de retard par rapport aux pays nordiques de savoir que dans une concertation, bien sûr, les pouvoirs publics et associations, c'est important, pouvoirs publics locaux, nationaux ou régionaux, avec les associations, mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes les représentants des associations qui rendent service aux gens, mais il faut introduire dans cette négociation les usagers, les personnes malades, les personnes handicapées, les gens qui ont besoin de cette aide. Non pas comme personnes aidées, mais comme personnes capables d'exprimer des besoins, des souhaits et de comprendre aussi où sont les limites de leurs demandes. Le contexte économique, il est valable pour tout le monde, bien entendu. En tout cas, on a parfois des dialogues avec certains départements, par exemple, où on est plus sur la phrase de Coluche, « Dites-moi ce qui vous manque, je vous expliquerai comment vous en passez », que sur un véritable dialogue, y compris sur des restrictions budgétaires qu'on peut admettre, qu'on peut comprendre, à condition qu'elles soient partagées, tant au niveau du diagnostic que des possibilités. Monsieur le ministre, vous avez envoyé les cinq scénarios que nous avions dessinés pendant 1 an et demi pour parler de ce congrès. Je ne vais évidemment pas les résumer, je peux juste vous dire. Le premier, la dislocation sociale, on le craint. On craint qu'on aille dans le mur. On craint que si ça ne bouge pas, ce soit ce scénario. On ne le souhaite pas, on le craint. Le deuxième, l'inertie et la gestion, on la rejette. On ne peut plus rester dans une situation d'inertie ou d'attendre que la croissance, le beau temps ou un meilleur climat viennent sur le secteur sanitaire et social. On ne peut pas attendre. Le troisième, qui était la critique sociale, bien sûr qu'il faut la faire, bien sûr qu'il faut partir de cette analyse critique pour rebondir, mais vous avez bien compris que si on choisit, et très majoritairement hier, même si c'était un peu factice parce qu'on n'avait pas de décompte, etc., mais c'est le scénario du rebond qui a été privilégié. Ça veut dire qu'il y a encore une source d'espérance extrêmement forte et on aura besoin de votre aide, monsieur le ministre, de l'aide du gouvernement pour que le rebond ne soit pas quelque chose qui soit uniquement un mot, mais bien une réalité. La deuxième partie, c'est les leviers d'action. J'irai plus rapidement parce qu'on a beaucoup évoqué ensemble. Je vous dirai simplement quelques verbes qui rejoignent bien et qui synthétisent ces leviers d'action. Fédérer. Fédérer, c'est indispensable. Chacun doit défendre son association, bien évidemment. Chacun peut défendre, sa fédération. Mais l'intelligence, c'est d'aller au-delà.
c'est de travailler en interassociatif, en interfédéral. Et bien sûr que le rôle des URIOPS et de l'UNIOPS s'amplifie à ce moment-là, mais surtout parce qu'il faut avoir une position cohérente, commune et forte, surtout dans ces périodes de crise, pour soutenir quelles sont nos valeurs. Deuxième verbe, coopérer. Coopérer, ça veut dire avec tous les acteurs, je ne les citerai pas, vous les connaissez tous. Troisième, on a beaucoup entendu, sur le dictionnaire il n'existe pas, mais tout le monde le comprend, co-construire. Si on doit changer la société, qui était l'enjeu de notre projet ici au séminaire, il faut accepter, intégrer ce verbe, qui la co-construction, co-construire. La co-construction est indispensable parce qu'elle responsabilise tout le monde. Ce n'est pas des uns qui pensent qu'ils ont raison et d'autres, Henri Noguès nous disait, ayons du respect pour les pouvoirs administratifs, ayons du respect pour les pouvoirs politiques, parce que nous, en retour, on attend du respect de leur part. Et pour travailler ensemble, il faut se respecter et il faut sortir des caricatures. Faire participer, encore un verbe très fort, y compris sur les usagers, je n'y reviens pas. Recréer de la confiance et du respect. La confiance, elle a été entamée, je ne vous cache pas, Monsieur le Ministre, elle a été entamée parce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Et donc, c'est jamais bon parce qu'il faut soit dire pourquoi on abandonne tel projet, soit en tout cas, si on ne peut pas respecter, il faut donner toutes les conditions pour différer, mais le faire quand même, puisque c'était un enjeu majeur. Il faut anticiper. Ça, c'est évidemment les évolutions technologiques, on en a parlé, mais aussi les phénomènes de société. Le phénomène de migration, c'était difficile d'anticiper depuis quelques années ce phénomène et puis l'ampleur qu'il a pris, mais depuis quelques mois, on aurait pu davantage travailler et organiser un petit peu cet accueil un petit peu différemment, même si il faut reconnaître qu'on a un ministre de l'Intérieur, même si j'ai des points de désaccord avec lui, qui est extrêmement engagé et qui a une vraie volonté de sortir de cette difficulté. Enfin, je terminerai dans les leviers d'action sur, mais ça a été dit plusieurs fois, il va falloir apprendre à dire non. Il va falloir apprendre à dire non. Si ce qu'on nous propose, si ce qu'on essaye de nous imposer n'est pas correct, n'est pas cohérent, n'est pas légitime, et en plus, parfois, n'est pas légal, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non au Conseil général de l'Essonne quand il décide unilatéralement de ne pas payer ses dettes d'une année et de le différer pour 5 ans, ce remboursement. Il faut savoir dire non et savoir dire non collectivement. Bien sûr que je regrette que le front interfédéral d'une vingtaine de fédérations qui s'est opposé à cette situation vis-à-vis de l'Essonne, il y en ait 2 ou 3 qui ont lâché en disant peut-être qu'on peut s'arranger, peut-être que c'est mieux comme ça. On ne peut pas s'arranger quand le droit n'y est pas. On ne peut pas s'arranger quand c'est les associations qui vont financer le déficit d'un département. Où est-ce qu'on est ? Monsieur le ministre, je terminerai parce que je m'y étais engagé. Qu'est-ce que nous, on va s'engager à faire, UNIOPS, URIOPS et associations et bien sûr adhérents des URIOPS et UNIOPS? Première vigilance, mais ça vous le savez, on continuera, mais on le renforcera, veiller à replacer la personne vulnérable au centre des préoccupations, de toutes nos préoccupations. Deuxième engagement, Monsieur le ministre, représenter les associations auprès des pouvoirs publics, il faut continuer, il faut l'amplifier et il faut qu'il y ait cette phase d'écoute. Je sais qu'avec votre ministère, ce n'est pas une grande difficulté. Avec quelques-uns, c'est un petit peu plus compliqué. Troisième engagement, il faut améliorer notre culture de la réflexion partagée. On a vu la richesse pendant ces 2 jours de ce que pouvait être une réflexion partagée, d'une réflexion, j'allais dire, horizontale et non pas verticale, comme souvent on nous la propose. C'est un atout considérable. Il va falloir l'amplifier pendant les années qui viennent. Quatrième engagement de l'UNIOPS et des URIOPS, accompagner les évolutions du secteur.
évidemment que le secteur bouge à toute allure, pas seulement le contexte économique et social, mais aussi la difficulté des gens, le fait qu'il y ait des nouvelles technologies, par exemple, soient amenées avec des atouts considérables. Je pense à tout ce qui est réseaux sociaux, mais aussi avec les limites de ces systèmes-là, où on finit par être connecté à plein de monde, mais tout seul dans son logement ou dans sa chambre ou dans son appartement, ce qui sera un gros problème de l'évolution de notre société dans les années à venir si on ne fait pas attention à garder le contact humain direct et de seulement passer par des réseaux ou par des smartphones. Mettre à jour et approfondir le cinquième, la notion d'interfédéralité, l'UNIOPS, avec maintenant des fédérations qui sont tellement sophistiquées, qui sont tellement compétentes, qui sont tellement fortes dans le secteur, qu'elle elle ne doit pas chercher à concurrencer les fédérations, mais au contraire à permettre l'interfédéralité, à accumuler, à agglomérer ces compétences pour avoir une position commune vis-à-vis des pouvoirs publics sur les différents aspects qui seront défendus par les fédérations, évidemment. Il nous faut aussi renouer des liens plus étroits avec les syndicats employeurs. J'ai dit un petit peu de mal parce que c'est deux d'entre eux qui ont signé avec l'Essonne, mais globalement, il faut au contraire renforcer nos liens et il faut distinguer, la position de l'UNIOPS est très forte là-dessus, les syndicats d'employeurs, c'est absolument indispensable, le mouvement tel que l'UNIOPS ou le mouvement, j'allais dire associatif en général, si ce n'est pas le mouvement associatif de l'intitulé. Et sûrement que c'est intéressant, en tout cas c'est notre position, de ne pas confondre mouvement et syndicat employeur. La distinction est évidemment importante pour l'évolution et la défense de nos dispositifs et de nos positions réciproques. Enfin, Monsieur le ministre, la réforme territoriale va nous impacter de plein fouet. Nous étions 22 régions, nous allons passer, et on est en train de s'y engager dans moins de 15 mois maintenant, à 12 régions. C'est extrêmement compliqué, c'est difficile, et surtout, c'est pas très compliqué de se fédérer, c'est compliqué à cause des cotisations, c'est compliqué à cause des pouvoirs, c'est compliqué parce qu'on va passer 22 CA à 12, 22 présidents à 12, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui se surmonte, pas très facilement, mais correctement. Par contre, l'enjeu majeur que vous nous imposez, et tant mieux, je dis tant mieux, c'est comment on va faire en sorte d'avoir des très grandes régions, et ici, ça en sera une très grande avec 13 départements, et avec le lien de proximité qu'il faut garder. Il ne faudrait pas que la nouvelle territorialisation, ce soit un nouveau jacobinisme, mais au lieu d'être national et donc sur toute la France, qu'il se situe au niveau de la ville ou de l'agglomération ou de la métropole qui sera centralisée dans cette nouvelle région. Il nous faut créer et maintenir, voire accentuer les points de force et les points de lien de proximité. Maryse en parlait tout à l'heure, ces liens de proximité, c'est la force de l'association. Vous savez que dans certains quartiers, et beaucoup en zone rurale, nous sommes, association du sanitaire et social, le principal employeur de ces secteurs. Donc il faut jouer aussi cette fonction-là d'inclusion sociale et de lien de proximité. Enfin, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je terminerai par le projet que je voulais vous dévoiler, que le conseil d'administration a validé et sur lequel je vais, vous et nous, mettre à contribution. Nous sommes 25 000 établissements et services, 750 000 salariés, sans doute plus d'1 million de bénévoles. Eh bien, l'enjeu que je vous propose, c'est que chacune de nos structures ou services, 25 000, parrainent ou jumellent avec une association qui n'a pas de salariés ou un seul salarié, et vous l'aidez comme vous voulez, au niveau logistique, au niveau mise à disposition de locaux, mise à disposition de personnel, aide financière si besoin. Vous aidez, vous, les grands services, structures ou associations qui êtes dans l'institutionnel, on l'a dit tout à l'heure, on va revenir à la source et aider une petite association locale de quartier, une petite association locale de village qui a besoin d'un coup de main de la grosse structure. Et
l'enjeu que je vous donne, c'est que l'année prochaine, l'UNIOS va fêter 70 ans, et bien qu'à l'occasion de ces 70 ans, on fasse remonter les initiatives qui auront été les plus pertinentes, les plus intéressantes, les plus innovantes de lien, et on utilisera les jeunes du service civique pour mener cette action à bien. Je vous propose que lors de notre 70e anniversaire, on mette en évidence que même à 70 ans, une organisation comme la nôtre est capable de se retourner vers les plus petits, comme on était nous il y a 70 ans, pour créer de la solidarité et du vivre ensemble. Merci.